Voilà, donc l'enregistrement de la visio commence. Ben, merci à tous déjà d'être là. Ce que je disais tout à l'heure, d'être assidus. Bravo pour cette 3e semaine. C'est super. Bravo pour vos productions. Là, j'ai regardé sur l'atelier 2 notamment. Tout le monde n'a pas participé. Vous pouvez encore le faire. Mais ceux qui ont participé, c'est vraiment intéressant. Alors, du coup, il y a beaucoup de questions sur le module 2, sur les dépressions, la frontologie. C'est normal, c'est on en a parlé, c'est le module le plus complexe. Alors, peut-être qu'on peut regarder la situation du jour et puis la commenter. Ça permettra, je pense, de répondre aux questions. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. C'est bon, ok, super. Oui. Voilà. Alors, bon, ça c'est une carte Météo France. C'est la carte du jour, c'est bien aujourd'hui à celle de 6 heures. Alors, la première chose, c'est de bien distinguer la partie isobarique de la partie front. Et ça va permettre de répondre à pas mal de questions. Les isobars, en fait, vont nous donner la force et la direction du vent. Donc ça, c'est une chose. Et c'est là où on voit effectivement les dépressions, les anticyclones. Donc là, on voit qu'il y a un gros anticyclone sur l'Atlantique, au nord-ouest des Açores, et puis il y a une dépression en approche sur nos côtes atlantiques. Et là-dessus, se rajoute un deuxième calque, qui est la frontologie. Et la frontologie, en fait, ce sont les nuages qui sont plus ou moins associés aux perturbations, on va en reparler, et qui, eux, sont... alors, autant les isobars sont faits par les modèles numériques et sont tracés par les machines, la frontologie, aujourd'hui, elle est encore tracée à la main par les météorologues, qui peut expliquer des différences d'interprétation d'une météo à l'autre. Alors, on peut regarder, par exemple, sur cette carte-là. Alors, sur la symbolique, je rappelle, les fronts froids, c'est les petits triangles, ils sont bleus. Le petit picto indique le sens du déplacement. Donc là, on voit notamment ce front froid-là, globalement, il arrive vers l'Espagne. Les fronts chauds, c'est des petits ronds rouges. Et les fronts occlus, ils sont un mélange de ronds et de pointes, et ils sont violets. Lorsqu'ils sont des deux côtés, ça veut dire que le front est stationnaire. Voilà, comme ici. Quand ils sont en pointillés ou avec des petits plus, ça veut dire qu'ils sont peu actifs. C'est-à-dire qu'on va avoir de la nébulosité, mais en termes d'instabilité de l'air, ça sera moins important. Par contre, quand le trait est plein, comme là, le front froid, on peut imaginer qu'il est actif. L'intérêt de superposer les deux, c'est que la carte, les isobars vont nous donner une idée du vent moyen, et le front va nous donner une idée de la nébulosité, du temps sensible, mais aussi de l'instabilité de l'air, et du coup des rafales. Donc ça nous donne deux indications sur le vent. Regardez, ça c'est une carte donc Météo France, donc on a ce front froid là. Alors toutes les dépressions se suivent en général par famille, donc elles ont chacune une lettre de l'alphabet qui se suit. Ça permet de s'y retrouver, parce que parfois on est un peu perdu. Donc là, vous voyez, la précédente, elle s'appelle I, celle-là J, et la prochaine, elle s'appellera J. C'est quoi? Bon, il y en a qui suivent, c'est bien. Alors, ça c'est la carte française. On regarde une carte anglaise. On retrouve ici ce front froid. Et là, vous voyez qu'il y a un tout petit bout de front chaud, et assez vite, ça devient du froid. Par rapport à la carte française, où on a un petit bout de front chaud, et après, c'est du front occlus. Donc, vous voyez que là, on n'a pas la même interprétation des météorologues. Donc, probablement que le front froid n'est pas si froid que ça. Il est peut-être plus tendance occlus. Il faut voir comment ça évolue. Ça va évoluer. Mais en tous les cas, la situation est peut-être moins nette ici, sur l'Angleterre, alors qu'ici, ça paraît assez clair. Les Anglais, ils ont mis un front froid et derrière une ligne de grain. Donc là, on pense qu'il y a vraiment de l'instabilité. Si on va regarder une carte américaine, qu'est-ce qu'ils mettent?
On retrouve le même front froid ici. Et par contre, là, vous avez vu, c'est pareil, ils ont mis chaud, froid, chaud. Et donc, en gros, c'est quasiment un front occlus stationnaire, quoi. Vous voyez qu'on a trois cartes différentes, là, avec des interprétations un petit peu différentes des fronts. Comme quoi, c'est pas simple, quoi. C'est la première chose qu'on peut dire. Et que ça peut, parfois, ça vaut le coup, quand on a un peu de temps, et qu'on est en situation de front, d'aller vérifier, d'aller voir justement les différentes interprétations suivant les météorologues. Je peux poser une question? Une question là. Ouais. Pardon. Une première question là. Là, en fait, on a un front stationnaire parce que les symboles chaud et froid sont de part et d'autre de la ligne, c'est ça? Là, par exemple, En bas, dans ta carte en France, c'est ça. sur l'anticyclone, effectivement, c'est Parce un que front dans le front, stationnaire. oui, d'accord. Et sur les îles britanniques aussi, là. D'accord, ok. Par contre, en haut de la dépression, on a un front occlus, les symboles sont du même côté, c'est ça? Voilà, donc lui, il avance, il va vers le sud, là, celui-là. Ah, d'accord, ok. Et comment peut-on connaître la force du vent en regardant les isobars? Alors, ça, je vous renvoie au premier cours, hein. Plus les isobars sont serrés, plus il y a de différences de pression. Et plus il y a de différences de pression, plus le vent va être fort. Oui, mais ça ne me donne pas la force du vent quand même. Ah oui, alors après, il y a des abacs que vous pouvez trouver sur Internet. Ceci dit, c'est ce que je disais, je pense, dans la première visio, c'est qu'aujourd'hui, les modèles numériques vont être beaucoup plus précis. Donc, regardez une carte. C'est vrai qu'autrefois, on calculait la force du vent en fonction des cartes isobariques. Aujourd'hui, il vaut mieux aller voir une carte de champ de vent qui sera beaucoup plus précis. Par contre, on regarde encore les cartes isobariques parce que ça permet de comprendre dans quelle situation on est. Voilà, mais aujourd'hui, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez aller regarder les abacs sur Internet, ils vont vous donner, quand il y a tel écart à tel degré de latitude, ça va donner telle force de vent. Mais honnêtement, allez voir un champ de vent sur Windy ou sur une autre appli, et vous allez gagner du temps, quoi. Voilà. L'adresse des cartes Météo France, alors malheureusement, là, c'est un lien privé. Je disais la dernière fois, hein, le site de Météo France est en réflexion. Donc, ils sont... Aujourd'hui, les cartes ne sont pas encore en ligne, mais ça va arriver. Il faut patienter. Que veut dire les pointillés rouges sur la carte américaine? Je ne sais pas. On va aller voir. Je ne sais pas. Ça, c'est probablement, je pense, du chaud. Il y a des chances, hein, parce qu'on le retrouve, là. Je ferai ça comme hypothèse, mais pas à 100%. Alors, ensuite, il y a beaucoup de questions sur les différents fronts. Ce qu'on disait un peu en introduction, hein, c'est qu'il y a globalement la théorie qu'on a vue, hein, dans le cours, où, en général, une perturbation se présente avec d'abord un front chaud, puis le secteur chaud, puis un front froid. Or, on le voit bien, hein, ce n'est pas toujours exactement comme ça. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que à l'origine, quand même, les perturbations et les dépressions sont liées. C'est-à-dire que les systèmes de front et les dépressions sont liés. C'est le début du cours, hein, du modèle 2. Par contre, ça, c'est le début. Après, les fronts peuvent être pris dans la circulation générale et progressivement se détacher des perturbations, des dépressions qui les ont vues naître. Et c'est pour ça que là, par exemple, dans l'anticyclone, on retrouve un front froid, par exemple, ici, alors qu'en fait, finalement, il a été généré très probablement par la dépression qui est au nord. Mais on peut rencontrer, en général, ils sont moins actifs, hein, parce qu'ils ont le temps de perdre de la vigueur, un front froid dans un anticyclone, et on peut rencontrer aussi des masses nuageuses qui peuvent être disloquées. Là, par exemple, il y a un petit morceau de front occlus sur la Manche. Je ne sais vraiment pas d'où il vient, hein, il faudrait regarder l'historique, mais probablement des passages de perturbations parce qu'en ce moment, on en a beaucoup. Et puis, il reste une masse nuageuse, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas si simple. Le front chaud, il peut être passé très nord, donc on peut très bien ne pas l'avoir vécu du tout.
Et puis d'un coup, on est en mer. Et là, c'est un peu piégeux parce que d'un coup, on subit le front froid. Et donc, on n'a pas eu le temps de vraiment suivre toute l'évolution de l'arrivée du front chaud, du secteur chaud et du froid. Donc, c'est sûr que la réalité est beaucoup plus complexe. Et si on regarde même dans un front froid, là, il y a un trait qui est marqué, donc ça paraît assez précis. Si on regarde un peu plus en détail, on peut le regarder sur Wiki par exemple. Donc là, je ne sais pas si vous retrouvez, on retrouve la grosse dépression là, au sud de l'Islande, l'anticyclone au nord-ouest des Açores, et puis le front froid qui est ici. Si on regarde, on va regarder quoi? La carte satellite. Ça nous donnera une petite idée de ce front froid. Le temps que ça charge. On va voir qu'en fait, c'est rarement continu. Vous voyez, là, on le voit ici. Je ne sais pas si vous voyez, hein, en bleu, c'est là où c'est le plus actif. Là, on est sur la carte infrarouge. Vous voyez qu'en fait, le trait continu sur la carte, qui paraît très précis, en fait, bon, c'est toujours une bande déjà. Et puis, même cette bande, vous voyez que si on a un bateau qui traverse ici ou qui traverse à 50 000 au nord, il ne va pas vivre le même front froid. Et ça, on le voit bien dans les courses océaniques, c'est que quand la flotte traverse un front, et ben, on n'a pas les mêmes retours des coureurs. Donc, encore une fois, la théorie, en fait, elle nous aide à comprendre ce qui se passe. Et il faut comprendre que c'est un guide d'observation. Mais pour savoir à peu près où on en est. Mais après, c'est plus complexe. Si on met la pluie, je pense que, voilà, là c'est pareil, on voit qu'il n'y a pas la même pluie, la même intensité partout dans le front froid. Là, il y a un petit passage au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien, où a priori, il y aurait peut-être un peu moins de pluie, peut-être un peu moins d'instabilité. Alors, sur les successions de fronts froids, tiens, j'en profite de cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez à gauche, là, il y a un front froid qui est vraiment très actif au large des États-Unis. Donc là, on le voit, et vous voyez vraiment qu'il y a des grains et qui peuvent être très différents d'un endroit à l'autre du front. Si je remets le vent, on verra peut-être mieux avec la pression. Voilà, il est là. Et typiquement, là, on n'a pas du tout la même... c'est vraiment très discontinu. Si je remets la carte isobarique, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les cartes américaines, mais voilà. Donc là, on a un joli trait sur la carte isobarique. Là, on a pour le coup une dépression un peu plus classique, avec du chaud devant, le secteur chaud et le front froid qui paraît très actif. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. On le voit bien avec le front froid ici qui traverse, qui barre traverse l'anticyclone. Sur les différents fronts froids, là par exemple, on en a un autre qui arrive derrière. C'est tout simplement des masses d'air qui sont encore plus froides. Il y a une nouvelle masse d'air qui arrive qui est encore plus froide. Donc ça recrée du contraste thermique. Et donc finalement, ça recrée de l'instabilité. Alors, on l'a vu dans les exemples, il y a des fronts froids qui sont plus ou moins actifs. Il y en a où il pleut plus, d'autres, les rafales sont plus importantes. J'ai envie de dire, tout est possible. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que plus il y a de contraste de température a priori, plus il va y avoir d'instabilité, plus il va y avoir des rafales. Plus c'est froid, plus c'est le cas aussi. Si on a déjà un vent moyen fort, forcément, ça va faire des rafales encore plus fortes. Voilà ce qu'on peut se dire. Mais après, à notre niveau, il faut vraiment regarder les prévis pour voir un peu plus précisément que va donner ce deuxième front froid, là, par exemple. J'avais une question là, en voyant cette carte. Tu vois, il y a un L qui est à 1008, là. Il y a marqué Gale, je ne sais pas si tu vois, et qui va vers une croix ici. Et Oui. toi, la question que j'avais posée sur les légendes, tu vois juste en dessous du mot Gale tout un ensemble de chiffres et c'est ça aujourd'hui. Donc, le 140, je pense que ça veut dire c'est 1014. Je pense que ça doit dire Oui. 1014, ça doit être 1014. Mais après, il y a d'autres sigles à côté. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Tu vois, Oui, alors moi non plus, honnêtement, il faut regarder sur Internet.
D'accord. Moi, j'ai Tu as regardé, regardé? j'ai déjà regardé, oui. Puis normalement, le petit rond, ça doit être la nébulosité, si mes souvenirs Voilà, sont ouais, c'est bons, ça. etc. Mais après, si tu veux voir les autres chiffres, on ne sait pas. Par contre, toi, c'est bien, tu vois bien le déplacement dans cette carte de prévision Oui, du L qui est la direction dans lequel ça va. voilà, exactement. Mais je suis étonnée, tu n'as pas trouvé sur Internet Bah, les… j'ai trouvé la nébulosité, la signification du 140 qui est le 1014, hein, c'est en dixième de millibar Ouais, d'hectopascal. Et puis bon, après tu le devines, mais c'est les autres chiffres et puis il y a d'autres sigles aussi du nuage qui des fois apparaît et j'ai pas tout trouvé. Mais c'est pas ouais. grave, je veux dire, c'est pas. Il y a le point de rosée, peut-être le Oui, il 7 y a le là, je point me de rosée, souviens il y a plus. le point Ouais. d'humidité, il y a le point de rosée, etc. Bon, C'est pas je mal. vais regarder si je retrouve Là, une il y a le légende. 79, là, je ne sais pas à quoi il correspond. Le 79, 78, je ne sais pas à quoi il correspond. Enfin, D'accord. Je vais regarder si je trouve une légende plus complexe, je la mettrai en ligne, bah, plus détaillée. ce serait gentil, merci. Ok. Euh, Alors, pareil sur les rotations de vent. C'est une question, je ne comprends pas. On est dans un front froid, le vent n'est pas passé au nord-ouest. Euh, alors, la description classique d'une perturbation, on va prendre celle qui est là, par exemple, on a le vent qui passe au sud-ouest avec l'arrivée du front chaud, et puis au nord-ouest avec le front froid. Maintenant, encore une fois, j'ai envie de dire, tout est possible, hein. Tout dépend de la dépression. Alors, je ne sais pas si on peut en trouver d'autres. Là, effectivement, ça va passer au nord-ouest. Je ne sais pas si on en cherche d'autres. Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un peu au hasard, hein, cette dépression là sur les Açores. Là, dans le front chaud, ce sera de l'ouest déjà. Et après, on va passer au nord-ouest. Donc, il faut vraiment regarder, alors qu'ici, celle-là, dans le front chaud, on sera plutôt sur du sud. Donc, il faut en fait, c'est vraiment les isobars qui vont donner la direction et le vent moyen par rapport au front froid. Pas Globalement, les fronts chauds, c'est plutôt sud, sud-ouest, voire ouest. Mais voilà, on va dire entre le sud et l'ouest, mais ça peut changer. Et pareil, les questions sur quel est le vent au nord d'une dépression, bah, en fait, il faut vraiment regarder, quoi, hein. A priori, on va plutôt être des secteurs est. Maintenant, regardez dans le nord de celle-là, par exemple, ici, on est sur du sud-sud-est. Donc, là, pour le coup, il faut vraiment regarder les isobars. Et encore une fois, il faut vraiment imaginer qu'il y a deux calques, hein, et chaque calque va nous donner une indication. Les isobars vont nous donner le vent moyen et les fronts, la nébulosité et l'instabilité. Pareil, des questions, je lis mes notes là sur est-ce que le renforcement du vent, souvent le vent se renforce après le froid. Mais regardez par exemple cette dépression, là, ce n'est pas le cas. Le vent est plutôt plus fort dans le secteur chaud que dans le front froid qui est derrière. Alors que ici, celle-là, c'est l'inverse. On a un vent ici très très fort à l'arrière de la dépression. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment regarder les isobars, c'est eux qui vont nous indiquer quel va être le vent moyen. Comment savoir si nous sommes devant ou derrière un front froid? Alors ça, c'est tout le cours, hein, du module 2. Si on reprend l'enchaînement, on va dire classique d'une perturbation, qu'est-ce qu'on va prendre une perturbation classique? Celle-là, peut-être plus classique, là. Donc, avant le front chaud, là, donc, premier signe annonciateur, on a vu, c'est des cirrus. Et encore une fois, il faut que ce soit des cirrus qui envahissent le ciel. Parce que l'été, parfois, on voit quelques cirrus qui se promènent. C'est pas parce qu'il y a quelques cirrus dans le ciel qu'il y a une perturbation qui arrive. C'est vraiment le cirrus qui envahisse le ciel. Parallèlement, il y a la houle aussi qui arrive, hein. On sait que la houle précède le vent. Ensuite, le ciel va se voiler en altitude, hein, ce sont les cirrostratus. Là, on va avoir un voile qui va s'installer en altitude. Puis, petit à petit, ce voile va
s'épaissir et descendre. Moi, je pense souvent à Astérix et Obélix, où ils disent le ciel nous tombe sur la tête. C'est assez classique du climat breton, une perturbation qui arrive, et qu'on a petit à petit le plafond qui descend. Donc, après les cirrostratus, on a les altostratus, puis les nimbostratus, il commence à pleuvoir. Donc là, on est vraiment, nimbostratus, en général, on est sur la limite là, du front chaud. Ensuite, dans le secteur chaud, eh bien, l'hiver, c'est surtout des stratus, de la bruine, de la boucaille, de crachin. Voilà. L'été, parfois, c'est trop sec. Donc, finalement, on n'a pas tellement de nuages. Et c'est là où c'est piégeux parce que d'un coup, on peut se retrouver dans le froid. Ce qui est compliqué l'hiver, c'est qu'on est dans donc le ciel est complètement couvert en basse couche. Et quand le front froid arrive, finalement, on ne peut pas voir au-dessus l'activité qu'il y a au-dessus, notamment les cumulonimbus sont souvent noyés dans la masse. C'est vrai que ce n'est pas facile de se dire, ben voilà, ça y est, là, on arrive dans la frange du front froid. Le bon signe, ça reste quand même la pluie. C'est-à-dire que, vous allez dire, on parle comme des Bretons, mais il faut distinguer les différences de pluie. Quand on va passer du crachin à la douche, globalement, on peut se dire ça, bon ben, voilà, c'est que là, on arrive dans le front froid. Hein. On le voit bien sur la marque du front froid à chaque fois. Vous avez vu, on met les cartes satellites et puis on met la pluie. Là, on voit bien les fronts qui arrivent. On va remettre celle qui correspond à ce matin. Voilà. Là, on voit bien le front froid là, qui est au large de chez nous et puis celui au large des États-Unis. Ça, c'est vraiment un bon signe. Ensuite, une fois que le front froid est passé, le front froid, c'est de l'air froid qui descend. Il a tendance à assécher les masses d'air. Et puis, on a donc ce fameux ciel bleu, le ciel qui se déchire, une belle éclaircie. Et là, on est derrière le front froid. Et après, suivant la stabilité du front froid, en général, derrière, on a tous les cumulus. Alors, on va regarder sur la carte satellite, par exemple. Là. Est-ce qu'on va les voir? C'est ce qu'on appelle le ciel de traîne, c'est ça? Exactement. C'est ce qu'on appelle le ciel de traîne. Là, regardez, on est ici. Vous voyez la petite main là? Ouais. Ouais. Ok, donc là, on est avant, hein, le front froid. Le front froid arrive, mais on voit que c'est quand même chargé le ciel. Hein. Donc, c'est peut-être quelques éclaircies, mais le front froid, c'est plus épais. Alors là, on est vu du ciel, donc c'est plus facile. Mais c'est plus épais. Et puis, il va commencer à pleuvoir. Une petite éclaircie derrière, qu'on voit un peu mieux ici d'ailleurs. Donc temporaire. Et derrière, tous les petits points blancs, là, ce sont les cumulus, voire les cumulonimbus dans le ciel de traîne. Voilà. Ça, effectivement, c'est bien d'avoir ces grands... Alors, la réalité est toujours plus complexe, hein, mais d'avoir ce grand schéma en tête, je pense que c'est vraiment important quand on navigue, parce que justement, ça permet de se situer par rapport aux prévisions. Aujourd'hui, hein, les fronts sont annoncés, hein, donc on sait qu'ils arrivent, mais à l'heure près, ce n'est pas toujours facile. On ne sait pas très bien où on est exactement dans le front. Et là, l'observation nous permet vraiment de faire le lien. Est-ce que dans un ciel de traîne, il peut y avoir des grains? Oui, alors c'est même la marque de fabrique du ciel de traîne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des cumulus qui passent, et les cumulus, ils peuvent être de plein de tailles différentes. Ça peut être un gentil ciel de traîne, entre guillemets, avec des cumulus blancs dans un beau ciel bleu, mais ça peut être un ciel de traîne beaucoup plus marqué, avec des gros cumulus bien sombres, des gros grains, voire même des orages. Donc il y a tout type de ciel de traîne. Hein. Et Claire, il n'y a pas donc de front, il n'y a aucun front associé à un anticyclone. On en voit sur les cartes traîner sur des anticyclones, mais qui sont en fait pas des anciens fronts, mais enfin si des anciens fronts associés à des dépressions et qui ensuite se sont détachés du cœur de la dépression et sont venus se positionner sur les anticyclones. Mais de façon originelle, il n'y a pas de front associé à des anticyclones. Non, Voilà, comme non, sur parce que, cette. voilà. Non, parce que l'anticyclone, hein, c'est de l'air froid qui descend. Hein. Donc, ça a plutôt Oui. tendance à assécher les masses d'air. C'est pour ça qu'en général, il fait beau quand même dans un anticyclone. Et donc, ça produit pas, entre guillemets, de frontologie.
Et c'est pour ça qu'en général, même s'ils sont des résidus de front, là d'ailleurs, vous avez vu, le front, il est marqué occlus, et puis un peu en fin de vie, là, parce qu'il est en pointillé, sur cette carte-là. Sur la carte, je ne sais plus, la carte anglaise, ouais, il est froid, chaud, vous voyez, bon. Dès qu'il y a des différences d'interprétation, souvent, c'est quand même des fronts qui ne sont pas très actifs, quoi. Alors, dans la nébulosité, il y a deux choses, hein. Il y a les fronts, c'est ceux dont on se méfie plus, hein, parce que c'est là où il y a de l'activité et de l'instabilité. Et puis, il y a aussi la nébulosité. Enfin, dès lors qu'il y a du froid et de l'humidité, finalement, on peut avoir de la nébulosité. Donc, on peut avoir un brouillard, par exemple, dans un anticyclone, qui ne sont pas forcément liés à un front. Ou une masse d'air, pour une raison ou pour une autre, qui a eu un trajet maritime, elle s'est gorgée d'eau et puis elle passe dans une zone un peu plus froide, pareil, peut amener des résidus de nuages. C'est pas toujours facile, hein, de comprendre pourquoi il y a des nuages. C'est l'histoire du vent qui fait ça. Mais les fronts, au départ, sont liés aux perturbations. Ah, je vois qu'il y a un lien sur les abréviations, on ira voir. Le point de rosée. Alors, le point de rosée, c'est intéressant. C'est la température à laquelle la masse d'air peut condenser. Autrement dit, vous savez que l'air chaud contient plus d'humidité que l'air froid. Donc, si on refroidit de l'air qui est humide, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Il va condenser. C'est comme ça que se forment les nuages. On a de l'air qui monte, au bout d'un moment, il se refroidit, et puis à un certain isotherme, il se refroidit tellement que ça condense. Et donc, le point de rosée, c'est cette température à laquelle la masse d'air va commencer à condenser. En situation de brouillard, c'est intéressant de regarder le point de rosée. Et c'est pour ça que la question de Bernard, elle est intéressante, hein, sur les cartes d'Ops, là. Parce que si on a par exemple une masse d'air à 10 degrés et on sait que le point de rosée est à 9 degrés, on sait qu'il suffit que la masse d'air refroidisse un tout petit peu pour que ça condense et que ça fasse du brouillard ou de la pluie. Donc c'est toujours intéressant de regarder le point de rosée. On le retrouve sur les cartes d'Ops. Vous le retrouvez aussi sur les cartes des. Là, sur les cartes des aéroports. Vous avez le lien, hein. La plupart des liens, ils sont sur le portail météo, là. Observation. Voilà, relevé des aéroports. Donc là, vous irez voir. Et il y a les points de rosée. La question en Méditerranée, là, la tramontane, la direction du vent n'est pas tangente aux isobars. Oui, bah oui, en général, c'est dû au relief, hein, mais je n'ai pas la situation en tête, mais très probablement la réponse. Alors, après, il y a une question sur la brise thermique. On va y répondre. Est-ce que sur les... Il faut que je regarde l'heure. Ah oui, il est déjà 36. Sur les fronts, les dépressions, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a encore une dernière question sur ce sujet-là ou on passe aux brises? C'est bon. Moi, c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Oui, une question. Okay, sur les fronts froids successifs. Donc, je sais bien, on a toujours parlé de fronts secondaires. Là, le week-end où il y a eu le gros coup de vent, c'est pas le week-end précédent, mais celui d'avant. Il y a eu 2 ou 3 fronts froids à suivre, et ils n'ont pas du tout montré les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que le premier, pour moi, à Brest, c'était juste quelques nuages qui se sont individualisés. Donc ça, c'était le premier. Différence de pression pas très forte et un vent qui a tourné légèrement à droite. Par contre, le deuxième, il a été autrement plus violent. C'est-à-dire, là, ça a été des cumulus, des cumulonimbus, des grains, de fortes rafales, etc. Et entre les deux, il n'y a pas eu vraiment... bon, c'était de la brune, il n'y a pas eu d'épisode particulièrement chaud. C'est le premier. S'il n'y avait pas eu la carte, je n'aurais pas su que c'était un front froid qui passait, quoi. Oui, alors c'est difficile, hein, parce qu'effectivement, parfois sur la carte... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un post là-dessus. Hein. Il y a le lien, il est soit sur Facebook. Alors,
Alors, on va le mettre là quand même. Et je crois que le lien, j'ai dû le mettre dans une des annonces aussi. Vous verrez, il y a le lien vers le... Voilà, il est là. Donc, celui-ci, vous irez voir. Donc là, voilà, effectivement, quand voilà, on voit les fonds comme ça, à notre niveau, c'est quand même difficile de savoir lequel va être le plus méchant, entre guillemets, quoi. La carte, ça ne suffit pas. Là, je pense qu'il faut vraiment aller regarder l'activité nuageuse à chaque fois, sur Windy ou ailleurs, quoi. Voir s'il y a des cumulonimbus, si des nuages ont vraiment d'extension, s'il pleut beaucoup. Ça donnera une idée quand même un peu plus de l'activité du front. Vous pouvez regarder les températures aussi. On peut l'ouvrir. Hein. Je vais ouvrir rapidement. Alors, est-ce que c'est qu'après je vais tourner. Donc, il faut cliquer sur la carte. Hein. Et on voit bien la rotation à droite. Et il me semble qu'il y a une carte de température que j'avais mise. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs, suivant où on est, forcément, on ne vit pas le front de la même façon. Hein. Encore une fois, on discontinue. Et voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Les températures, on a 7 degrés. Il me semble que c'est 0 après. Voilà. Et en fait, le gros écart de température, finalement, il va être plus être ici et puis le troisième, quoi, que dans le premier. C'est un des éléments d'explication. Ensuite, il faut vraiment regarder les prévisions dans ces cas-là. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Mais les modèles, ils font quand même des calculs beaucoup plus compliqués que ce qu'on est capable de faire. Et donc, ça vaut le coup d'aller voir les prévisions pour savoir à quel moment on aura plus de rafales. Je ne sais pas si on les a là. Non, on n'a pas les prévisions. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y avait une question sur les fronts occlus. Les fronts occlus, globalement, il faut retenir, c'est ce qu'il pleut, hein, parce que c'est toute la masse d'air qui s'évacue vers le haut. Ils ont parfois des caractéristiques plutôt ambiance froide, plutôt ambiance chaude. Il faut quand même s'en méfier, hein, ça peut être quand même très instable, un front occlus, même si c'est le début de la fin d'une dépression. Et puis, il faut regarder encore une fois l'écartement isobarique parce qu'on peut rester avec un vent moyen qui reste très fort. Voilà. On passe aux brises. Alors, oui. Je lis la question. Comment être quasi certain d'une bascule du vent synoptique vers une brise thermique? Ah, au-delà des critères dans le cours. Oui, je me suis posé la question, Claire, parce que, notamment dans une question du quiz, c'est vrai que c'est important quand on choisit son mouillage pour la nuit, si on doit prévoir une bascule du fait du thermique, ça peut même être essentiel dans le choix du mouillage. Alors, à la fin, je parle d'une île où on est proche de la côte. En fait, on peut tourner autour de l'île en se disant, est-ce que je garde la même direction du vent synoptique ou est-ce que j'ai un risque de bascule? Alors, on a vu les critères principaux, l'instabilité, une première brise de terre, par exemple. Mais est-ce qu'il y a des éléments au-delà de la connaissance du site? Parce que je crois que c'est assez indispensable pour la brise thermique. On m'a souvent dit aussi que, par exemple, un site qui avait beaucoup de couverture végétale avait tendance à créer davantage de brise thermique parce que la chaleur monte davantage. Mais est-ce qu'il y a des éléments, quand on arrive sur un site qu'on ne connaît pas, qui doivent nous alerter davantage sur une potentielle brise thermique? Alors, je ne vais pas dire grand-chose de plus que dans le cours. Par contre, si on prend les éléments, il faut un vent pas trop fort, ça on l'a dit. Il faut une différence de température. La différence de température, finalement, elle n'a pas besoin d'être immense. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte que 1 ou 2 degrés, ça suffit entre la Terre et la mer. Ça suffit, alors j'ai envie de dire à 2 conditions. Si on a une bonne instabilité, on va en reparler. Et il faut que ça se fasse au bon moment aussi, cette différence de température. C'est-à-dire que si cette différence de température, elle se fait à 14 heures, c'est presque trop tard déjà. Il faut qu'elle se fasse en fin de matinée pour que la boucle ait le temps de se lancer. Donc il y a quand même un moment clé, je dirais 10 heures midi. Là, il faut vraiment que le ciel se dégage et que ça chauffe à terre. Ensuite, sur l'instabilité, c'est un paramètre crucial pour la brise, parce que vous avez compris que c'est une boucle.
Et donc là, il faut réfléchir à tout ce qui va favoriser l'instabilité. Donc, il y a la situation générale. Déjà, regardez, est-ce qu'on est sur un anticyclone à 1040 qui est posé là avec toutes ses valises depuis 2 semaines? Un anticyclone, c'est une masse d'air stable qui contient les filets d'air. Et donc, du coup, plus l'anticyclone est puissant et plus il est installé, plus la brise va avoir du mal à se mettre en route. Ce qui est paradoxal parce qu'en même temps, on veut un beau temps pour faire de la brise. Et donc, finalement, il y a un moment qui est propice, et je dirais c'est le début des anticyclones en général, où la masse d'air n'est pas encore trop stable et il fait beau. Et plus l'anticyclone va s'installer. Alors, au début, que l'anticyclone arrive, il fait de plus en plus chaud, donc les boucles de brise sont de plus en plus importantes et la brise de plus importante. Et puis, l'anticyclone est de plus en plus fort, et là, c'est l'inverse. Les boucles de brise diminuent au fur et à mesure du fait de la stabilité, même s'il fait chaud. Ensuite, sur l'instabilité, il y a ce que tu as évoqué, c'est les zones de végétation. En fait, ce qui nous intéresse, c'est les zones humides. Parce qu'une légère humidité va favoriser l'instabilité. Donc souvent, on dit qu'il faut des marais salants dans l'arrière-pays, ou un peu de végétation, mais pas trop non plus. Un peu d'humidité va favoriser la brise. Chez nous, on dit, par exemple, la rosée du matin, c'est bon c'est un bon signe pour avoir de la brise l'après-midi. Parce que ça veut dire qu'il reste un peu d'humidité dans l'air. Et donc, ça va favoriser l'instabilité. On peut regarder les signes visibles aussi. Si on a un horizon très laiteux, en général, ça veut dire que la masse d'air, elle est stable. Parce que les poussières ne sont pas nettoyées. C'est vrai que s'il fait beau, mais que l'horizon reste laiteux toute la matinée, on peut dire, oula, c'est pas très bon pour la brise. Par contre, si assez vite l'horizon se dégage et devient un peu clinquant, là, ça veut dire qu'il y a une légère instabilité en basse-couche et on peut s'attendre à ce que la brise rentre. Et ensuite, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on peut estimer cette force? Et enfin, sur quelle distance est-ce que ça porte ses effets? Je pense notamment à toutes les îles qu'on a en Bretagne. Quand on est au Glénan, est-ce que la brise porte jusqu'au Glénan ou est-ce que c'est trop loin? Quand on est sur Belle-Île ou Groix, on est plus proche de la côte, on a plus ses effets? Alors, en théorie, on dit la brise, ça va jusqu'à 20 000, voire plus en Méditerranée ou dans les zones plus chaudes. Donc, les Glénans, toutes nos îles, la brise, elle va porter. Belle-Île, ça va porter. Ce qui est compliqué dans les îles, c'est qu'en général, au début, il y a une petite brise qui se forme, qui est propre à l'île. C'est-à-dire que finalement, l'air chaud monte au milieu de l'île et puis donc ça fait des micro-brises un peu partout. Et puis après, progressivement, c'est la brise qui est dictée par le continent qui va prendre le pas. Et c'est vrai que parfois, c'est pas facile de s'y retrouver entre les deux, notamment en début d'après-midi. Et une question sur la température de l'eau. Est-ce qu'on parle bien de la température surface, c'est-à-dire qu'on va prendre la température qu'on a sur le sondeur de nos bateaux? Ou est-ce que c'est une température différente qu'il faut qu'on considère? Ouais. Alors là, c'est une question de météorologue, ça, il y a des gros débats là-dessus. À quelle profondeur faut-il prendre la température de l'eau? Donc, autant vous dire que je n'ai pas la réponse. D'un point de vue très pragmatique, on prend ce qu'on a, nous. C'est-à-dire qu'on prend la température à la surface de l'eau. On regarde les observations. Alors évidemment, regarder la température de l'eau sur la plage, c'est pas toujours très bon parce que finalement, c'est pas toujours révélateur d'une plage à l'autre. Ça peut changer. Il ne faut pas regarder pile sur la plage, il faut regarder dans la baie qui est devant la plage. Voilà. Et après, il faut s'habituer en fait. C'est-à-dire, moi j'ai vu qu'avec telle température de l'eau et telle température à terre, voilà, la brise elle rentre sur mon plan d'eau ou non. Pareil sur la température à terre. Parfois, on prend la température de la station balnéaire, mais en fait, il faut aller un peu plus loin. Il faut quand même aller à 10, 15, 20 km dans les terres. C'est vraiment là où ça va chauffer, quoi. Est-ce qu'on a toujours cet écart de température? Quand tu prends les températures, par exemple, des plages, tu as toujours un écart qui est même bien plus que 2 degrés entre la mer et l'air? C'est quand même rare d'avoir, je sais pas, 19 degrés eau et air. Ou c'est vraiment que ça va fraîchir dans les temps qui viennent. Mais l'été, on a toujours
un 17-19 degrés dans l'eau et un, je sais pas, Ah oui, 24-25 dans l'air, tu vois. ouais, Donc, c'est pas cette ouais. température-là qu'il faut considérer. Là, je ne saurais pas, franchement, je ne saurais pas répondre. Et puis je sais qu'il y a des débats là-dessus. Pareil, la température du sol, qu'est-ce qu'on prend, quoi. Effectivement, la température de l'air, alors la température, la température est normée, hein, je crois que c'est 1 mètre au-dessus du sol, je crois. Mais d'un endroit à l'autre, ça va être très différent. Là, je ne saurais pas répondre, hein, mais c'est un débat hein, sur les mesures. Je crois qu'à notre niveau, il faut prendre les températures auxquelles on a accès. Il faut qu'on simplifie la vie. Et puis s'habituer à travailler avec ces températures-là. Si vous avez un sondeur sur le bateau, c'est vraiment super ça. Je pense qu'on n'en a pas assez. Et ça vaut le coup de l'étalonner. Et puis s'habituer à travailler avec. Merci. Sur la brise, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'exercice qui est donné à la fin de navigation en baie de Quiberon, oui. Il y a besoin d'un certain nombre de renseignements. Est-ce qu'on est en faible ou fort coefficient? Quelle est la température, etc. Mais surtout, ça nécessite d'avoir des cartes pour calculer les ETA. Et est-ce qu'il y a un site où on peut trouver les distances quand on n'a pas la carte de la baie de Quiberon, la carte marine? Où est-ce qu'on peut la trouver? Est-ce qu'il faut aller sur la carte du CHOM et bricoler pour pouvoir calculer les distances? Où est-ce qu'on peut calculer ces distances-là? Parce que les ETA, on ne pourra pas les calculer sinon. Moi, je l'ai fait sur OpenCPN. Je ne sais pas si c'est un D'accord, logiciel ok. gratuit. Et la marée, je suis allé voir dans les coefficients. J'ai un logiciel de marée qui donnait la marée au 19 septembre. Là, c'était ça. D'accord. Et normalement, on n'avait pas de contrainte de marée, sauf pour le retour. Il faut vraiment être, disons, entre 10h et midi, il faut arriver. Avec un tirant d'eau de 2 mètres. Hein. Ok. Bateau de 38 pieds, c'est un tirant d'eau en général entre 1,90 m et 2 mètres. Normalement, on n'a pas de contrainte de marée pour le départ, mais on a une petite contrainte à l'arrivée si on veut être à 2,50 m avec un pied de pilote, si tu veux. Voilà. Et on est en faible coefficient, donc les courants, a priori, si tu vas sur un logiciel de marée, moi j'ai sur mon téléphone, je suis pas de la région, alors je connais pas du tout Quiberon parce que je suis à Grenoble et je navigue souvent en Méditerranée. D'accord. Donc j'ai pas de problème de marée, mais je l'ai regardé, donc il y a quand même, c'est au retour. Quand ils disent qu'il faut arriver avant midi, c'est très bien. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Voilà. Je t'en prie. L'idée, c'est de vous faire réfléchir sur la brise. Hein. Donc, j'ai envie de dire, laissez tomber les marées. On va considérer qu'il n'y a pas de contrainte de marée. Oui, c'est ce que j'ai fait, moi. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous faire réfléchir sur la brise. On sait bien que le coefficient est de l'ordre de 30, donc on peut négliger, je pense. Oui, voilà. L'idée, c'est de vous amener à vous poser les bonnes questions sur la brise. D'accord. Est-ce qu'on a un abri la nuit si le vent tourne au nord-est ou des choses comme ça, quoi? Voilà. D'accord. C'est le seul objectif de l'exercice. Okay. On sait que la réalité est plus complexe. Pour les distances, on les trouve partout. Hein. Sur Windy, vous avez un outil distance. Donc vous avez distance. Sur le site du CHOM, il y a un lien pareil dans la médiathèque, vous irez voir. C'est très bien fait. Voilà, donc il y a plusieurs endroits. Mais en tout cas, effectivement, moi je vous encourage à le faire, cet exercice. Encore une fois, l'objectif, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions par rapport à la brise. C'est toute la difficulté de la brise, c'est que c'est local et ça n'arrête pas de tourner. Donc il faut quand même anticiper l'affaire. C'est important. Je vois que l'heure tourne. Comment la suite du cours, comment ça va se passer? Donc le cours, il se termine, là c'est notre dernière visio, le cours se termine dimanche prochain. Donc vous avez jusqu'à dimanche pour rendre tous vos exercices, les quiz, valider les badges. Ceux qui auront validé les 3 badges dimanche soir, on leur enverra une attestation. Alors peut-être pas le lendemain, mais dans tous les cas dans les 15 jours qui vont suivre, a priori. Donc voilà pour ça. Probablement qu'on laissera.
On laissera le cours ouvert quelques jours hein, après, si vous voulez. Mais en tous les cas, pour les attestations, nous, on s'arrêtera à dimanche soir. On vous demandera, si vous voulez bien, on ouvrira un petit onglet « Votre avis ». Ça nous intéresse d'avoir votre avis sur ce cours. Nous, on essaye de le faire progresser à chaque fois. Donc, surtout, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde? Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? C'est toujours intéressant d'avoir votre retour. J'ai noté votre question sur les quiz. Là, peut-être qu'il faut qu'on travaille pour que ce soit plus simple pour vous à corriger. Voilà, pour continuer, sinon, vous avez la médiathèque. Alors, partager, je remets l'écran. Non, vous êtes là. Pour continuer à travailler, moi j'ai envie de dire, là on a essayé de vous amener à réfléchir sur les fondamentaux. En tant que navigant, c'est pas sûr qu'on ait besoin d'en savoir tellement plus, je dirais en théorie fondamentale. Ce qu'il faut, c'est vraiment pratiquer et faire le lien entre l'observation et les prévisions. Là, on a compris globalement comment se passe un chemin d'une perturbation. On a compris globalement les paramètres favorisants pour une brise. Maintenant, il faut affiner avec votre observation. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Donc, j'ai envie de dire, la suite du cours, c'est surtout ça, et faire fonctionner les outils que vous êtes appropriés là, pendant ces 3 semaines. Ensuite, vous pouvez aller voir, hein, il y a des liens, vous pouvez les consulter. Et si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part, je les rajouterai. Il y en a plein, mais si vous trouvez des liens intéressants, je les rajoute. Il y a une petite bibliographie aussi que vous pouvez aller voir là. Voilà, allez vous promener hein, dans la médiathèque. Ça permettra peut-être de prolonger un peu le cours. La médiathèque, de toute façon, elle restera ouverte après le cours. Les cours, hein, on va les fermer parce que, ce qu'on vous disait, on n'a pas tellement envie que les cours se prennent sur Internet. Par contre, la médiathèque restera ouverte et de toute façon, vous avez le portail météo NVSN qui reste ouvert où on retrouve la médiathèque. Il y a des stages météo à l'école, bien sûr, on sera content de vous accueillir. Et les prochains cours en ligne, le prochain, a priori, c'est le cours sur les vagues au mois de février. Ici. Où là, il y a deux grandes parties. La première, c'est les vagues au large, comment elles se forment, qu'est-ce qui se passe quand on navigue au large. Et puis la deuxième partie, c'est qu'est-ce qui se passe quand les vagues arrivent sur nos côtes. Et justement, choisir un mouillage ou des choses comme ça. Voilà, vous avez le groupe Facebook qui reste ouvert en permanence, qui permet d'échanger entre tout le monde. Vous avez le blog aussi, vous pouvez le blog idéo là. Vous pouvez vous abonner, il suffit de cliquer ici. Si vous en avez marre, vous désabonner, il suffit de cliquer pareil. Ça permet de recevoir les actualités. Pour compléter les cours aussi, vous pouvez aller voir les situations qu'on a vécues. Par exemple, vous cliquez ici dans les brises thermiques. Et là, vous allez avoir tous les posts qu'ils ont eu sur la brise thermique. Ça permet de visualiser un peu des situations réelles. Voilà, je regarde mes notes. Est-ce que j'ai oublié des choses? Bon, voilà pour la suite. Le replay, je regarde le chat. Et le replay, il est... alors, il est dans le cours. Il est où le cours? Il n'est pas là. Alors, je vais l'ouvrir. Il est là. Les replays des visios, ils sont dans l'onglet cours exercice. Voilà. Et là, il y a la visio 1 et vous descendez. Il y a la visio 2, pardon, et la première, elle est là. Bien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous avez une dernière question?
Eh bien, merci beaucoup à vous d'avoir suivi les 3 semaines, d'avoir été réussi à vous libérer pour les visios là. C'est toujours plus sympa d'avoir une petite image plutôt que rien. Et puis j'espère surtout que ça va vous servir. On espère vraiment que vous allez gagner en confiance sur l'eau, mieux anticiper les phénomènes et puis jouer avec. Hein, c'est très ludique la météo. Hein. Donc il faut se poser des questions, faire participer son équipage. Et on vous souhaite d'excellentes navigations dès qu'on pourra naviguer. On espère prochainement. Ouais. Merci beaucoup, Claire. À bientôt. Merci, Claire. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à une prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.